Bonjour tout le monde. Est-ce que vous avez bien mangé? Oui. Bien, la boîte à lunch venait des gloutons Barjot. À l'intérieur, il y avait un petit peu de fromage de chèvre. Dans le fond, c'est du fromage fermier, des petits caprices de Saint-Jean-Baptiste, de Rouville. Donc, on s'est régalé avec ça. Et puis, bien, merci d'être venus en si grand nombre. On est super contents de vous avoir présenté notre ferme et maintenant de pouvoir présenter notre conférence sur l'arthrite encéphalite caprine. Avant de débuter, j'ai des remerciements à faire. Premièrement, à l'équipe de Cabri Génétique. Merci beaucoup pour toute votre implication et le travail que ça a été ardu. Je sais que Stéphanie s'en vient. Viens, Stéphanie. Je suis en train de vous remercier publiquement de tout votre beau travail que vous avez fait. Et sans quoi, sans vous autres, on n'aurait pas pu arriver à une journée comme ça, là. On est très, très, très contents et fiers de vous autres. Et puis, on voudrait remercier aussi Solio Coopérative et Agisca Coopérative qui nous fournissent aujourd'hui le chapiteau et les tables et chaises. Fait que merci beaucoup. On voudrait aussi remercier FAC pour tous les breuvages que vous avez bu aujourd'hui, les petites collations, là, les petits biscuits. Fait qu'un gros merci à FAC. Et est-ce que j'oublie d'autres partenaires? Bon. Fait que, bien, sans plus tarder, je vais vous présenter les conférenciers. Donc, attendez, je vais donner les... Il y a Christian Dubé, que vous connaissez tous. Il y a Dr. Lou Royer, Dr. Hélène Michaud et Dr. Annie Daigneault. Donc, vous pouvez vous asseoir, sinon ça va être long, je pense. Bon. Alors, je vais commencer par Christian. Christian est un homme passionné. Son rêve d'enfance, devenir agriculteur. Même si sa famille ne vient pas du milieu agricole, il relève un gros défi et s'inscrit à l'école d'agriculture. En 1982, il obtient son diplôme en technologie agricole à l'ITA de la Pocatière. Il travaille au PATLQ, maintenant appelé Lactanet, pendant près de 8 ans. Par la suite, il travaille au ministère de l'Agriculture à l'ITA de Saint-Hyacinthe, à la ferme Masquita, pour ensuite travailler comme technicien de laboratoire à la même école. En 1995, il achète ses premières chèvres tout en travaillant à l'ITA. Tout un défi. À l'an 2000, il achète la ferme ici, qui était en fait un grand verger et un entrepôt de pommes. Donc, ça a bien changé depuis le temps. En 2008, il suit une formation en France pour devenir inséminateur de chèvres. En 2014, il obtient un certificat en administration de l'Université du Québec à Trois-Rivières. Au fil des ans, il participe à plusieurs expositions agricoles avec ses chèvres où il rafle les meilleurs prix, notamment la grande championne à la Royal Winter Fair de Toronto. Il est nommé président du syndicat des producteurs de chèvres pendant 5 ans. Il est toujours actif au conseil d'administration des PLCQ. Au long de sa carrière, il s'implique ardemment dans divers comités pour faire évoluer le secteur caprin au Québec. Père de 2 grandes filles et grand-papa 3 fois, il aime transmettre ses connaissances et ses passions pour l'agriculture, la forêt et la nature. Après bien du travail, de la rigueur et beaucoup d'efforts, il parvient à avoir un troupeau de chèvres exempt de l'arthrite encéphalite caprine avec le statut diamant, la plus haute distinction qui soit. On peut affirmer que Christian a réalisé son rêve. Il est vraiment un agriculteur émérite. Bravo, Christian. Docteur Lou Royer. Est-ce que je prends... Non. Rouillé. Bon, excusez-moi. Docteur vétérinaire, diplômé en France à l'École vétérinaire de Lyon, ayant fait sa 5e et dernière année à la Faculté de médecine vétérinaire de Saint-Hyacinthe. Elle travaille 1 an en France, puis réalise en 2021-2022 un internat à la Faculté de médecine vétérinaire de Saint-Hyacinthe
pour approfondir sa pratique vétérinaire, ce qui lui donne l'occasion de vous faire cette présentation. Elle repart malheureusement fin juillet vers la France pour travailler dans une clinique privée. Docteur Hélène Michaud, diplômée en France à l'École vétérinaire de Toulouse en 2008, elle fait 2 ans et demi de pratique en France, puis dont une grande partie dans le bassin Roquefort avec les brebis laitières. Puis réalise un internat en médecine et chirurgie à l'hôpital des animaux de ferme à la faculté de médecine vétérinaire de Saint-Hyacinthe en 2011-2012. Depuis, elle travaille à la clinique ambulatoire des ruminants à la faculté de médecine vétérinaire de Saint-Hyacinthe et enseigne la clinique aux étudiants vétérinaires. Bravo. Docteur Annie Daigneault a une belle feuille de route. Issue d'une famille agricole, d'une ferme de vaches laitières, son intérêt pour les animaux est toujours grandissant. Diplômée en 2002 de la faculté de médecine vétérinaire de l'Université de Montréal, elle complétera par la suite un internat de perfectionnement en sciences appliquées vétérinaires au CHUV en 2003 en médecine et chirurgie des animaux de consommation. Elle est médecin vétérinaire praticienne à la clinique vétérinaire Saint-Césaire depuis 2003, en pratique mixte, surtout vaches laitières, petits ruminants, poules de basse-cour et animaux de compagnie. En 2005, elle pratique avec l'équipe de vétérinaires de la clinique ambulatoire de la faculté de médecine vétérinaire pendant 1 an. Pendant près de 10 ans, elle participe au cours Stage à la ferme au vin pour les étudiants de 2e année en médecine vétérinaire. Elle est maman de 3 jeunes enfants. Passionnée pour la médecine des petits ruminants, Dr Daigneault est aussi une grande vulgarisatrice auprès des éleveurs et du grand public pour la médecine des grands animaux. Notamment, elle participe... Je suis en train de perdre la voix. Notamment, elle participe à la chronique vétérinaire de la revue Le producteur de lait québécois depuis 2003 et elle est aussi la vétérinaire responsable du blog lafamilledulait.com, blog des producteurs laitiers du Québec depuis 2015. Elle contribue avec le CEPOC à la pige pour plusieurs projets de transfert de connaissances et elle est maintenant vétérinaire soutien santé avec le docteur Gaston Rioux au CEPOC depuis le début 2021 et depuis, elle s'occupe, entre autres, de la coordination du programme d'assainissement de l'arthrite encéphalite caprine. Wow! Bravo! Bon, ben merci Ginette. Moi, j'aime ça être debout quand je présente, fait que faut être debout. Ouais, c'est ça. Donc, avoir un troupeau négatif à l'AEC, oui, c'est possible. Fait qu'on va s'échanger la présentation parce qu'on va faire chacun de notre bout. Fait que là, ça va être Lou qui va présenter pour le côté scientifique de la maladie, qui va expliquer la maladie. Moi, après ça, je vais continuer pour dire, nous autres, c'est quoi qu'on a fait comme test là, dans les années 2010, pourquoi qu'on a fait ça. Puis après ça, Hélène, elle va continuer pour expliquer les tests qu'on a faits là, de 2015-2016 et compagnie jusqu'à aujourd'hui. Et puis après ça, Annie, elle va continuer, elle, pour expliquer tout ce qui est le système de certification au complet. Fait qu'on va alterner comme ça. Fait que c'est Lou qui commence. Elle casse la glace. Bonjour à tous. Donc moi, je vais d'abord vous présenter vraiment la maladie dans sa généralité. Donc l'arthrite encéphalite caprine, c'est une maladie virale qui est largement répandue au niveau mondial et qui est donc due à un virus de la famille des rétrovirus et du genre l'antivirus. Tout ça pour dire qu'en fait, ça présente des similarités génétiques avec le virus de Medivisna, appelé aussi, il y a une erreur dans le diapo, pneumonie progressive du mouton. C'est un virus qui va s'attaquer en fait aux cellules immunitaires, donc les globules blancs, et qu'on va retrouver dans 4 tissus principaux, donc les articulations, la mamelle, les poumons et le cerveau.
Et au sein de ces tissus, en fait, il va être responsable d'une inflammation chronique. Et donc, avec ces 4 localisations-là, on va avoir 4 formes cliniques différentes que l'on va exposer un petit peu plus tard. Il est responsable d'une infection persistante, donc parce que c'est une maladie chronique, donc ça persiste à vie, et ce malgré la production d'anticorps. D'habitude, les anticorps, ça permet quand même un petit peu à l'organisme de se débarrasser de l'agent infectieux, mais là, c'est malheureusement pas le cas. Et il y a une transmission qui est possible des chèvres aux moutons et vice-versa. Donc il faut faire attention quand on a les 2 ateliers sur un même site. Donc, comme je viens de vous le dire, c'est un virus qui s'attaque aux cellules immunitaires. Donc, en fait, tout fluide qui contient des cellules immunitaires contaminées est possiblement source de transmission. Donc, ça comprend le colostrum et le lait, la salive, les sécrétions respiratoires, etc. La principale voie de contamination, c'est l'ingestion de colostrum ou de lait contaminé. Et donc, l'un des facteurs de risque pour cette voie de transmission, c'est le fait de donner du lait qui n'est pas pasteurisé, parce que du coup, le virus ne va pas être détruit. Ensuite, si jamais on a un animal qui est positif et qu'on ne le met pas en isolement, forcément il va pouvoir contaminer des animaux qui sont eux sains. Et cette contamination va pouvoir se faire par contact direct, donc puisqu'il peut passer dans les sécrétions le virus peut être dans les sécrétions respiratoires, la salive, ou bien aussi les chèvres saines peuvent se contaminer pendant la traite si jamais il y a du virus qui reste sur le matériel de traite. Une autre voie de contamination qui porte un nom un peu barbare, donc c'est la forme iatrogénique. En fait, tout ça, c'est pour dire que c'est via le matériel contaminé, donc particulièrement les aiguilles. Et enfin, une dernière voie qui est anecdotique, c'est la transmission transplacentaire. C'est-à-dire que c'est possible que le fœtus soit infecté au cours de la gestation si la mère est positive, mais c'est quand même très rarement le cas. Donc justement, les 4 formes cliniques qui sont possibles avec cette maladie, la première et la plus courante, c'est la polyarthrite chronique, donc c'est-à-dire l'infection de plusieurs articulations, infection qui est chronique. Ça touche les sujets qui sont âgés de plus de 6 mois, et ça touche principalement les carpes, donc ce qu'on appelle couramment les genoux, là, sur les membres antérieurs. Donc au début, l'enflure va être intermittente, ça va grossir, rediminuer, regrossir, et être responsable d'une boiterie légère. Puis petit à petit, comme c'est chronique, ça progresse. Et donc sur plusieurs mois à plusieurs années, la boiterie va s'intensifier. Ça peut mener à une suppression d'appui, voire s'il y a plusieurs articulations touchées, carrément un décubitus. Et donc les animaux forcément vont être débilités parce qu'ils vont être plus faibles, ils vont aller moins manger, moins boire, etc. Une autre forme, c'est l'atteinte neurologique, donc la forme encéphalite. Ça, c'est plus rare et ça touche principalement les animaux jeunes de moins de 6 mois. Donc au début, en fait, l'un des principaux signes d'appel, ça va être, c'est pas mis sur le pot, mais plutôt un amaigrissement. Et puis sinon, l'animal va présenter une démarche un petit peu titubante. D'abord une paralysie des postérieurs. Là encore, on va avoir une évolution, pas dans le bon sens. La paralysie va se généraliser à tous les membres. Puis des fois, on peut observer une tête penchée, un torticolis, une raideur des membres, et parfois aussi la perte de la vue. Ensuite, il y a la forme pneumonie, donc qui est une pneumonie chronique. Et là, les signes cliniques, c'est une difficulté respiratoire et un amaigrissement. Et pour finir, c'est la mamite, qui elle aussi est chronique. On va avoir une mamelle indurée. Des fois, on parle de pie de bois. En général, il n'y a pas ou alors très peu de modification de l'apparence du lait, donc pas de grumeaux ou ce genre de choses. Et on a un animal qui est sous-productif. Donc ça, c'est les 4 formes cliniques. Par contre, ce qu'il faut vraiment garder en tête, c'est que le portage asymptomatique est vraiment très fréquent. C'est entre 70 et 90% des animaux qui vont être finalement porteurs du virus, mais qui ne vont pas exprimer de signes cliniques. Donc on peut facilement comprendre que c'est une maladie qui est responsable de grosses pertes économiques. La prévalence au Canada ou en Europe, selon les études, les chiffres varient, mais c'est de 38 à 81%. Donc même quand on voit le chiffre le plus faible, on voit que c'est une maladie qui est quand même vraiment très présente. C'est une maladie contre laquelle il n'y a aucun traitement qui est possible. Donc elle va être responsable au niveau de la réforme, ça va être 5 à 10% du troupeau qui va être réformé pour cause d'arthrite. Et sinon, étant donné que les animaux sont de plus en plus faibles, etc., ça va être des animaux que l'on va finir par euthanasier. Ensuite, pour les animaux qui sont positifs pour l'arthrite encéphalite caprine, de manière générale, il y a une chute de la production laitière, donc environ 10 à 15%. Donc ça, je parle bien des animaux positifs, c'est-à-dire qu'ils soient cliniques ou non. Il va y avoir en plus aussi une diminution de la durée de la lactation.
Il y a aussi une diminution des résultats de reproduction et, étant donné que c'est des animaux qui sont plus faibles en général, l'incidence d'autres maladies qui augmente. Donc tout ça, ça va être responsable de pertes économiques importantes. Et c'est surtout finalement les formes subcliniques, puisqu'on ne va pas forcément suspecter la maladie sur ces animaux-là, qui vont être responsables de la plus grosse partie des pertes économiques. C'est pour ça que c'est vraiment important de réaliser des tests pour diagnostiquer la maladie. Donc je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il y a 2 gros types de méthodes diagnostiques. Donc la première, c'est la méthode sérologique, donc on va doser les anticorps. Si on fait un parallèle un petit peu grossier avec le Covid, c'est un peu les tests, ça équivaut un petit peu aux tests rapides qu'on va se faire chez soi, là. La méthode sérologique, elle peut être faite sur des animaux de plus de 6 mois. Et pas avant, parce qu'en fait, avant, on peut avoir une interférence avec les anticorps que le fœtus va pas que le fœtus, que le petit va prendre avec le colostrum. On peut en fait détecter les anticorps maternels. C'est la méthode la plus répandue et qui est recommandée par l'OIE. L'une des méthodes sérologiques s'appelle la méthode ELISA, et elle a le gros avantage de pouvoir se faire sur le lait, et notamment sur le lait de réservoir. L'autre type de technique, c'est les méthodes moléculaires, donc la PCR. Donc ça, si vous voulez, c'est le test Covid qu'on va se faire au laboratoire, là, et qu'on n'aime pas trop en général. Donc ça permet une détection plus précoce de la maladie, jusqu'à 15 jours après le début de l'infection. Et c'est un test qui est plus sensible. Alors comme tout le temps, il n'y a jamais de test parfait. Les limites de la sérologie, donc là, quand on mesure les anticorps, c'est déjà le délai à partir duquel on peut le faire, parce qu'en fait, forcément, le système immunitaire, il lui faut un certain temps entre le moment où il rencontre le virus et le moment où il va pouvoir développer des anticorps. Ce temps-là, c'est ce qu'on appelle la séroconversion. Et il lui faut entre 2 et 8 semaines dans la plupart des cas. Mais chez certains animaux, on ne sait pas trop pourquoi, la latence est très longue et ça peut mettre plusieurs mois à plusieurs années. Donc là, c'est facile de comprendre que ça peut donner des fois des résultats faussement négatifs. Il y a aussi, le taux d'anticorps dans le sang, il ne va pas non plus être constant. Donc des fois, il va augmenter, des fois, il va diminuer. Et s'il diminue trop, là encore, ça peut donner des faux négatifs. Enfin, c'est un test qui est moins sensible et moins spécifique que la PCR, même si il est quand même bon. Quant à la PCR, ses points négatifs, c'est que des fois, il n'y a pas suffisamment de virus dans l'organisme pour qu'on puisse le détecter. Donc là encore, ça peut donner un résultat faussement négatif. Et en fait, des fois, le virus va changer un petit peu son génome et on peut ne pas le détecter non plus. Donc là encore, faussement négatif. Et sinon, la grosse limite de la PCR, c'est que c'est un test qui est coûteux. C'est pour ça qu'en fait, on fait plus un test sérologique. Voilà. C'est fini pour ma partie. Ah. On va peut-être le faire après parce qu'on va s'en répéter une couple de fois finalement. Puis comme ils nous disent à l'école, il faut écouter 10 fois même patente pour la comprendre. Fait que nous autres, on va peut-être 3 fois. Là. Fait que vous allez avoir compris aux 2 tiers. Fait que c'est intéressant ce que Lou a dit, dans le fond. C'est une maladie qui, à la limite, s'il n'y avait pas de conséquences économiques, on ne pourrait pas s'en occuper puis dire c'est pas grave, là, nos chèvres ils vivent pareil, puis ils tirent du lait, puis la vie est belle, puis il n'y a pas de problème. Mais étant donné que ça a un impact économique sur la rentabilité de nos entreprises, là, ça devient important de s'en préoccuper. Puis nous autres, c'est un peu ça qui nous a amené à un moment donné à identifier ce problème-là comme étant un problème important. Dans les premières années, là, avec l'expertise que j'avais dans les vaches laitières et tout ça, on a essayé d'utiliser les techniques au niveau de l'alimentation, au niveau de la régie, de l'espace des chèvres, avoir un bon environnement, puis la bonne bouffe, puis tout ce qu'il faut pour tirer du lait au maximum. Mais on arrivait avec des niveaux de productivité de 800-900 litres, 950 litres des fois, puis c'était difficile d'aller plus loin que ça. Puis quand j'allais voir, dans la revue La Chèvre, qui est en France, ou quand j'étais allé visiter des troupeaux en France, j'étais allé à quelques reprises, en 2000 entre autres, puis tout ça. Là, tu dis, comment ça se fait qu'eux autres, ils réussissent à passer ce cap-là, puis aller avec des troupeaux en haut de 1000 litres de lait, là. Tu dis, il y a quelque chose qui se passe qui fait que nous autres, on n'y arrive pas, là. Il nous manque un petit quelque chose, là. Fait que c'est pour ça que suite à cette réflexion-là, qui a duré plusieurs années, là, tu te dis, on a commencé à tester nos chèvres pour voir c'était quoi notre taux de prévalence, parce que
la Société des éleveurs de chèvres de race du Québec, là, à une certaine époque, était quand même pas mal active. Dans le temps qu'on avait les argents des casinos, là, on avait du cash pas mal, la société, là, ce qui n'est plus le cas. Là. Mais il était quand même assez actif, puis il avait fait des expériences, puis finalement, il y avait une vétérinaire là, qui était Carole Simard, qui était à l'Agence canadienne d'inspection des aliments, ici à Saint-Hyacinthe. Elle, historiquement, là, les tests pour l'arthrite, c'était le fédéral, c'était l'agence qui s'occupait de ça. Puis là, à un moment donné, les autres, ils voulaient déléguer ça au provincial. On entend parler souvent en politique, le fédéral provincial, il essaie de s'échanger des montants d'argent pour que ça soit un autre qui s'en occupe, ça coûte moins cher. Là. Bon, ben, finalement, eux autres, c'était surtout pour les cas d'exportation. Les autres, le mandat là, au fédéral, c'est pour les cas d'exportation, qualifier les animaux avant l'exportation pour savoir qu'ils sont exempts pour que l'acheteur sache que c'est correct. Fait que Carole, elle a développé l'expertise. Elle est venue chez nous, entre autres. Elle dit, là, je voudrais faire un test. Elle dit, on va prendre un lot de 40 chèvres, parce que j'ai des groupes de 40, mais ça fait longtemps que c'est comme ça. Fait qu'on a pris le groupe 1 au hasard, qui était un peu, les chèvres un petit peu plus vieilles aussi par Dadon. Puis on les a testés pour une prise de sang, pour avoir la sérologie, là, la prévalence de la maladie par le sang, puis par le lait. Parce que ce qu'elle voulait tester, c'est est-ce qu'il y a une comparaison entre le lait et le sang. Puis finalement, on a fait 40 chèvres. Si j'ai bonne mémoire, là, sur les 40, il y en avait 38 qui étaient positives. Puis il y en avait une ou deux en tout cas qui étaient négatives. Puis une, en tout cas, je me souviens de ceux-là, c'est que c'était une petite chevrette qui venait de chevretter, puis elle venait juste d'être introduite avec les adultes. Fait que j'étais à peu près sûr que si on l'avait testé comme 2 mois plus tard, elle aurait été positive comme tout le monde, elle se serait contaminée. Là. Fait que, mais par contre, ce qu'elle voulait vérifier, c'est si la corrélation entre le lait et le sang fonctionnait, puis c'est arrivé à 100 %. Tous les tests ont été pareils pour le lait et pour le sang. Mais on continue toujours à travailler avec les prises de sang quand même. On ne prend pas nécessairement des échantillons de lait pour le contrôle de cette maladie-là présentement. Donc, moi, ça m'a dit que finalement, mon taux de contamination, il est très, très, très élevé. Là. Puis les tests qu'ils ont faits au Québec aussi, dans les troupeaux de chèvres laitières, les troupeaux de boucherie, puis les troupeaux de chèvres angora, c'est qu'ils sont aperçus que les chèvres laitières, là, on est quasiment contaminés à 100 % si on ne fait pas de prévention. Là. Et la raison principale, après réflexion, c'est parce que nous autres, souvent, quand on fait la traite, pour les chèvres qui viennent de chevretter, les fraîches chevrotées, donc pour extraire le colostrum, on va les tirer à part. Mettons, on a une petite radieuse portative, fait que s'il y a 2-3 chèvres qui ont chevroté, on mélange le colostrum de ces 2-3 chèvres-là, puis après ça, on va le redistribuer aux petits bébés qui viennent de naître. Fait que si dans la gang, il y en a une qui est contaminée, tu viens de mélanger le colostrum, le virus à tout le monde, fait que c'est un buffet pour tout le monde. Fait que tout le monde attrape le virus, finalement, à cause de notre méthode de travail. Tandis que dans la chèvre de boucherie, ben, le bébé, il tète après sa mère. Fait que si sa mère, elle l'a pas, ben, elle a moins de chance de l'avoir, t'sais. Mais ils finissent par contact aussi, se contaminer quand même, là. Mais le travail à faire, en tout cas, dans la chèvre de boucherie, était moins grand que dans la chèvre laitière. Fait que c'est quand même un gros défi. Quand tu pars d'un troupeau contaminé à 100 %, là, tu te dis, ouais, on commence par quoi? Fait que, là, j'ai mis 2017 pour le troupeau du Cressade, mais je ne suis pas sûr du chiffre, mais c'est 2007. C'est dans ce coin-là là, que le Cressade, le centre de recherche à Deschambault, ont créé un troupeau de recherche. Et initialement, on était 4 éleveurs qui ont fourni des animaux pour démarrer ce troupeau-là. Parce que l'objectif qu'ils avaient, c'était de faire un troupeau de recherche, mais qui était, entre autres, exempt de l'arthrite encéphalite caprine. Donc, on avait comme un protocole à respecter pour fournir les animaux, c'est-à-dire qu'ils les ont pris en très, très bas âge, là, à quelques semaines d'âge, aux alentours d'un mois. Ils voulaient avoir, au niveau de la performance des mères, quand même des troupeaux qui étaient sous contrôle laitier, mais avoir un indice de production, je pense, en haut de 125, là, donc au niveau supériorité génétique. Puis, ils voulaient que la prévention ait été faite à la naissance, évidemment, d'avoir du colostrum thermisé, puis tout ça, pour éviter que les bébés soient contaminés. Fait qu'on était, si j'ai bonne mémoire, ils ont acheté environ 80 chevrettes, puis de ces 4 producteurs-là. Puis là, ils les ont suivis après ça, parce que les autres, ils ont des ressources, ils ont du temps, ils ont du budget à les prochaines recherches. Fait qu'ils ont testé régulièrement pour, du moment qu'il y avait une chevrette qui tombait positive, parce qu'il y en a là-dedans, évidemment, qui ont tombé positives, il y en a 20 %. Là, ils les retiraient
avec les autres, puis finalement, je pense qu'ils ont réformé. Là. En tout cas, c'est Audrey Doyon qui avait fait un projet un doctorat ou une maîtrise là-dessus. Il y a un projet de recherche complet. Moi, je vous envoie des brides d'informations que je me souviens. Mais grosso modo, ils ont réussi à créer un troupeau de recherche. Après 1 an et demi, là, ils ont réussi à avoir toutes les chèvres négatives. Un des avantages, je disais, c'est parce qu'il y avait du budget et ils ont pu avoir des ressources pour séparer les animaux, mais il y a aussi parce que l'environnement où ils étaient, dans la chèvrerie, il n'y avait jamais eu de chèvre, il n'y avait jamais eu de mouton. Donc, le virus n'était pas présent dans l'environnement. Ça fait que c'est plus facile à ce moment-là d'y arriver rapidement à un résultat d'un troupeau qui était négatif parce que le virus il est peu présent dans l'environnement. Puis, vu qu'ils ont testé souvent au début, bien, ils ont tout de suite identifié des animaux positifs puis ils les ont éliminés. Donc, le troupeau de recherche du Cresade, moi, c'est là que j'ai comme compris que c'était possible, à partir de troupeaux contaminés, de créer des troupeaux non contaminés. Puis en France, aussi en 2008, quand je suis allé suivre mon cours d'insémination artificielle, la ferme où on était, c'était une ferme quand même assez grosse. Là, ils tiraient 1000 chèvres. Et puis, à côté de l'entreprise, là, il y avait une pépinière de chevrettes où ils élevaient 600 chevrettes qui venaient pas nécessairement de leur ferme, mais une partie qui était achetée. Donc, il y avait, en tout cas, des critères et c'était tous des animaux négatifs. Puis lui, le gars, c'était un jeune là, qui a acheté ça de son père. Là. Puis lui, il tirait 1000 chèvres. Puis lui, le jeune, quand il a pris ça, en tout cas, je vous fais une histoire courte, là, il a éliminé les 1000 chèvres. Il a pris ses 600 chèvres dans sa pépinière de chevrettes. Il a reparti un nouveau troupeau pour être exempt de l'arthrite encéphalite caprine. Puis après ça, l'année d'après, il remontait à ses 8. Mais là, il faisait, comme il disait, il faisait autant de chèvres avec 800 qu'avec 1000 parce qu'il n'y avait plus l'arthrite dans le troupeau, en tout cas. Fait que, mais là, c'est relativement plus facile parce qu'il y avait un bassin important d'animaux qui pouvaient faire un remplacement in-out assez rapidement. Puis pas nécessairement perte de productivité parce qu'ils pouvaient avoir peu de temps entre la période où ils vendaient ces animaux puis où ils reprenaient la production laitière. Fait que ça, c'est un exemple, quand je suis revenu, ça, c'est une façon de faire qui peut être intéressant aussi. J'ai été à une conférence aussi en Ontario à un moment donné où il y avait un Hollandais là, de la compagnie Nutrico là, qui avait fait une présentation. Là-bas, il y avait comme un club de producteurs élites là, qui avait des moyennes de 1200 litres. À un moment donné, on a eu ça dans les vaches laitières. Il y avait le club des 300, là, pour ceux qui sont plus vieux, là, ceux qui avaient des MCR au-dessus de 300, en tout cas. Fait que là, c'est vraiment vieux, hein, Rénal? Mais c'est ça. Donc, il y avait... Là, je me disais, crème, c'est possible d'avoir 1200 litres de moyenne, puis il y avait... C'était le minimum, le 1200, il y en avait qui avait plus que ça, là. Puis toute la caractéristique de ces troupeaux-là, ils faisaient beaucoup d'insémination, oui, mais ils étaient tous en arthrite. Je disais, OK, là, il y a quelque chose là. Il y a comme une constante qui revient tout le temps là, d'un élément important qui était la santé, finalement. Puis en 2009, là, il y a 2 jeunes, à l'époque, en tout cas, ils étaient jeunes. Il y avait Rénal et Sylvie qui sont venus. Ils voulaient démarrer en production. Puis là, ils étaient venus, parce que moi, je vendais des chevrettes. Puis là, ils étaient venus, puis ils m'avaient dit, moi, je voudrais acheter des chevrettes. Fait que là, je voyais qu'ils étaient sérieux, puis qu'ils étaient, tu sais, c'est du monde crinqué, là. Fait que ça n'a pas changé là-dessus, par exemple, toujours crinqué. Fait que là, j'ai dit, je vais vous vendre, il me semble que c'était 80 chevrettes dans ce style-là, que moi, j'avais testé chez nous à quelques reprises. Et puis, j'ai dit, là, tu vas les prendre, tu vas continuer durant 1 an à les tester, puis monter ton troupeau négatif. Puis si tu en as qui tombent positifs, moi, les reprendre. En tout cas, on a fait pas trop d'allure, là. C'était genre, là. C'est ça. C'est ça. Mais moi, dans le fond, mon intérêt là-dedans, c'est voir ça peut-tu marcher. Fait que c'était les cobayes. C'est ça. Fait que là, en 2010, j'ai dit, bon, là, c'est à mon tour, on va arrêter de niaiser avec ça, là. Fait que là, j'ai dit, on va faire pareil. Fait que, on a, durant l'hiver, là, mettons, dans la période des mises-bas qui ont recommencé, là, on a tout élevé nos chevrettes avec la prévention. De toute façon, on le faisait déjà depuis des années, la prévention de l'arthrite, là. Et puis, on a vendu nos chèvres adultes. Au mois de juin, là, toutes les 200 chèvres adultes sont toutes parties. On a vendu à 2 producteurs. Puis là, on a gardé tous nos bébés. Puis là, on les a élevés. On avait au-dessus de pas loin de 200 bébés qu'on a élevés. Puis là, c'est là que je vais vous présenter les résultats de cette expérience-là.
Puis, on a été 8 mois sans livrer de lait. Puis, on était en vacances à ce temps-là. Puis après ça, on a recommencé à produire du lait avec ces chevrettes-là qui sont devenues des chèvres adultes. Fait que ça, c'était comme apprendre à la dure un peu, là. Mais c'est pas grave, ça valait la peine de le faire, tu sais. Fait que on en a profité pour faire des tests, justement, durant cette période-là, puis c'est ça que je vais vous expliquer. Donc, vous voyez, là, il y a mars, avril, mai, juin, jusqu'au mois de novembre. Donc, le nombre de sujets là, testés dans la deuxième colonne là, augmente. Évidemment, parce qu'à mesure qu'il y a des naissances, ça fait des sujets à tester. Fait qu'à la fin de la run, on est rendu à 181, là. Fait que c'est pour ça que je dis il y a eu pas loin de 200, parce qu'il y en a qui ont été testés et qui ont été éliminés en cours de route, là. Fait que, et puis là, ça donne l'âge moyen là, où les animaux avaient là, au moment du test, là. Fait que le test, après, c'est que là, au début, on était bien crinqués, là. Puis les premières 50 qui sont nées, là, on les a testés là, rapidement, parce qu'on dit là, l'idée, c'était de faire comme au Cressade, là. Du moment qu'ils tombaient positifs, on les sort pour pas qu'ils contaminent les autres. Fait que là, ça a donné, à un moment donné, au MAPAC, là, au laboratoire, là, il y a été une période où ils ont changé le laboratoire de place. Puis là, lorsqu'on a envoyé nos premiers 50 échantillons, je m'en souviens encore, c'était les premiers qui faisaient à peu près. Puis là, il nous sort, il y en a 48 ou 49 qui sont positifs, puis il y en a une négative. Puis ça, c'est la plus vieille de la gang. Fait que là, moi, j'ai rappelé au bureau, j'ai dit, là, ils sont-ils trompés? C'est-tu le contraire, peut-être, tu sais? Non, ils ne s'étaient pas trompés. La science avait dit la vérité. Ça fait que là, on a avalé notre pelule, puis on dit, on va patienter un peu. Fait qu'on a continué à garder ces chevrettes-là, puis on les a retestées plus tard. Puis là, c'est là qu'on voit, mettons, à 59 jours, mettons, à 2 mois, dans le fond. Là, il y avait quand même 52 qui étaient encore positives. Mais là, il y en avait quand même 36 de cette gang-là qui, auparavant, étaient positifs. Là, ils tombaient négatifs. Fait que là, on dit, c'est en train de se replacer tranquillement. Pour continuer la réflexion jusqu'à 100 jours, donc à 3 mois, dans le fond, là, il y avait 91 des chevrettes qui étaient négatives, mais il y en avait quand même 6 qui étaient positifs, parce qu'il y en a dans la gang qui étaient positifs, c'est sûr, là, parce que tu as beau être le plus rigoureux possible, là, mais quand tu dors pas dans les tables, mettons dans un parc, là, dans la nuit, là, il y en a qui naissent, puis qui têtent eux-mêmes. Puis, vu que tes femelles, ils sont contaminés presque à 100%, ou en tout cas un bon pourcentage, ça veut dire que ce bébé-là qui était après sa mère, bien, c'est sûr qu'il vient de l'attraper, le virus, là, il vient de passer free, là. Fait que là, quand tu arrives le matin ou dans la journée, tu regardes le bébé, tu te dis, ça, c'est le bout le plus difficile, je pense. Y a-tu tété ou y a pas tété? Des fois, tu le regardes, on ne sait pas trop dans quelle gang qu'on le met, tu sais. Là, des fois, tu essaies de lui donner un biberon, il ne veut pas boire. C'est-tu parce qu'il a tété ou parce qu'il est innocent? Parce qu'il y en a qui sont innocents aussi, tu sais. Ils n'aiment pas ça, la tétine. Fait que là, tu ne sais pas trop. En tout cas, moi, j'avais pris dans mon petit livre de naissance, là, je marquais tété pour ceux que j'étais sûr qu'ils avaient tété, là. Puis PPP, pas tété. Puis après ça, quand j'ai fait les tests, là, toutes les tétés, là, ben, ils étaient toutes positifs. C'est pas compliqué, là. Quand ça a tété, il n'y a pas que ça, c'est positif. Ça fait que, encore là, c'est partir d'un troupeau contaminé, puis de faire des bébés exempts, là, c'est de l'horreur en maudit, parce qu'à cause de la réalité de la vie. Hein, quand on le voit dans la conférence, là, tu dis, bon, ben, si la mère était contaminée, s'il y a tété, on ne sait pas trop, bon. Fait que c'est pas facile. Hein? C'est pas toujours comme écrit dans le livre. Dans le livre, c'est noir et blanc, mais quand tu es dans les tables, c'est pas toujours noir et blanc. Mais en tout cas, finalement, on a continué, puis on est arrivé quand même à certains résultats. Je vais continuer l'autre diapo. Dans le fond, c'est que ce qu'on voulait déterminer, c'est mettons, à 3 mois versus 6 mois, les deux colonnes, le pourcentage de précision de l'analyse, là, de la positivité est presque égale. T'sais. Mais dans la recherche scientifique, ce qu'ils recommandent, c'est 6 mois pour fin de certification, pour fin de testage, pour l'exportation, puis tout ça. Ça, c'est bien correct. Mais dans le cas d'un troupeau qui veut éliminer cette maladie-là, moi, je pense qu'à 3 mois, là,
tu es capable de commencer à éliminer les animaux positifs. Parce que si tu les traînes durant les 3 mois supplémentaires, les animaux positifs qui vont continuer par contact à contaminer ceux qui étaient négatifs, bien, tu te tires un peu dans le pied, là. Parce que le principe des anticorps, c'est ça, c'est que c'est ça qui est compliqué dans la patente, là. La chèvre, elle peut avoir attrapé le virus ou le chevreau attrapé le virus. Il faut que son niveau d'anticorps dans le sang augmente suffisamment pour déclencher le test, qu'il soit positif. Fait que si ta chèvre elle attrape le virus un matin, ça veut dire que peut-être que dans 1 mois, elle va avoir, ou dans 2 mois, elle va avoir son niveau d'anticorps assez élevé pour tomber positif. Mais tout ce temps-là, elle peut contaminer ses collègues, là. Fait que c'est ça qui est compliqué. Si on avait un test qui tu poignes l'analyse tout de suite, puis elle dit tout de suite, il est noir ou il est blanc, là, ça serait pas pire. Mais là, il est toujours gris pour un bout, là. Fait que c'est ça qui est un peu compliqué, c'est les délais d'attente dans lesquels l'animal peut contaminer les autres, là. Mais l'avantage qu'on a présentement, mettons, d'avoir des femelles qui, en principe, sont plus porteuses de la maladie, bien, quand il y a des mises bas, puis que les bébés ont tété, ben, on ne se stresse plus avec ça. On se dit, ben, elle devrait être correcte. Mais, en tout cas, c'est pas mal moins stressant qu'avant, parce qu'avant, là, quand ça naît, là, à la limite, il ne faut même pas qu'elle liche, là. Ça, c'est stressant. C'est de l'ouvert en maudit, là. Fait que donner des biberons aussi aux petits bébés qui sont tout gluants, là, c'est pas toujours le fun. Des fois, tu dis, on va attendre une demi-heure, elle va le licher, puis il va être plus sec. Ça va être plus le fun à taponner, tu sais. Ça, c'est la vraie vie, ça. Hein, Chantal? Hein, c'est ça, hein, c'est mieux de même. Hein? Fait que c'est un peu ça l'expérience qu'on a faite initialement de façon drastique pour éliminer le virus dans le troupeau. Là, Hélène, elle va continuer parce que ça, c'est en 2010. Puis on a eu notre certificat au genre 2020, là. Fait qu'il y a comme 10 ans entre les deux, là. Il y a comme un grand bout de pas de bout, là. Fait qu'on va analyser le grand bout de pas de bout. Fait que oui, donc c'est là où les vétérinaires, on entre en jeu, puis on fait des squats pour faire les prises de sang. Donc en fait, là j'ai mis dans le diagramme le nombre de positifs par période de test. Donc comme vous voyez, il y a minimum 1 test par année, voire 2 ou 3. Pourquoi ? C'est parce que souvent, au début de cette évaluation, en fait, on testait les adultes un jour, puis une autre fois, on séparait après les chevrettes. Donc vous avez en fait sur le diagramme, en bleu, c'est les adultes positifs, et en orange, les chevrettes positifs. Donc il y avait bien sûr moins de chevrettes dans le troupeau que d'adultes, donc on a moins de chevrettes positives. Puis ça, c'est en nombre, je vous montrerai après en proportion. Les dates où il n'y a rien, c'est simplement parce qu'on n'avait pas d'animaux positifs à ce moment-là. Donc il faut évaluer qu'à peu près jusqu'à 2018, les dates où vous n'avez pas de positifs, c'est que dans les chevrettes, c'était négatif en fait. Et après ça, après 2019, on a toujours testé chevrettes et adultes ensemble. On avait pu séparer les deux. Donc on peut voir quand même globalement, puis je vais redétailler après, que on a une augmentation en mars 2015 du nombre de positifs. Puis qu'après, tranquillement, pas vite, ça diminue avec notamment les chevrettes qui vont être les premières à ne plus jamais être positives. Donc, vous pouvez voir entre mars 2015 et 2017, il y a un creux, c'est un oubli de test. Je voulais juste l'expliquer parce que c'est vraiment ça. Et ensuite, si vous regardez bien, en 2017, on teste les chevrettes en août et en octobre. Donc, le principe, c'est que en août, il y a des chevrettes qui sont sorties positives. On les a normalement éliminées. En octobre, on reteste aussi parce qu'il y a certainement des chevrettes qui étaient trop jeunes au moment en août de les faire. Et on retombe encore sur quelques positives, d'accord, qui vont être éliminées après. Donc ça, c'est important dans les chevrettes, comme l'a bien expliqué Christian, de considérer qu'il peut y avoir un changement dans la séropositivité de l'animal et de le répéter si besoin. Donc là, c'est un diagramme peut-être un peu plus compliqué, mais qui, pour moi, est plus parlant. Donc en fait, là, on parle en proportion. C'est-à-dire que sur chaque colonne, vous avez le nombre total d'animaux, que ce soit adultes ou chevrettes. Donc toujours, les adultes sont en bleu, les chevrettes sont en vert. Et en orange, pour les adultes, c'est les positifs, dans la totalité de la population des adultes. En rouge, ce sont les positifs chez les chevrettes. Donc là, on voit vraiment en proportion comment ça évolue. Donc je vais le détailler. Ici, c'est ce qu'on avait sur le diagramme précédent, c'est-à-dire qu'en juillet 2014, on n'avait pas de chevrettes positives.
D'accord, on avait un vide, donc là, il n'y a pas de rouge, alors qu'en octobre 2014, on en retrouve. Puis on est la même année. D'où l'importance, de nouveau, de tester des chevrettes quand il y en a qui étaient trop jeunes ou la possibilité qu'elles séroconvertissent. Et aussi, ce qu'on remarque, c'est la population totale qui est diminuée parce que certainement, il y a eu une vente de chevrettes entre-temps qui n'était pas forcément positive. Là, si on regarde de nouveau pour les chevrettes, je ne détaille pas encore les adultes, parce que les adultes, on voit qu'il y a une proportion qui reste toujours à peu près équivalente jusqu'à une certaine année. C'est pareil, c'est le même principe, on teste 2 fois, avec une proportion qui va diminuer entre les deux. Et en fait, on voit que la population de nouveau entre les deux diminue, on a éliminé des positives, ou on a vendu des chevrettes, et on veut se rapprocher absolument d'une proportion de chevrettes positives de 0. Ici, vous voyez, il y a un creux dans la population des chèvres. En fait, il n'y a aucune raison. En fait, c'est pas l'arthrite encéphalite caprine qui est responsable de ça. C'est pas l'élimination des positifs. C'est parce qu'en fait, Christian avait vendu pas mal de reproducteurs pour réduire son cheptel en attendant de faire son nouveau bâtiment, son nouveau dôme, et donc d'avoir plus de place pour les chèvres. Bien sûr, les reproducteurs qu'il a vendus étaient négatifs. À partir de... donc si vous regardez, en 2019, on a fait 3 tests. On a testé les chevrettes, puis en fait, on a testé 2 fois les adultes, pour la simple et bonne raison qu'on s'enlignait vers un statut en fait, qui était certainement diamant. Donc on testait éventuellement 2 fois par année. Et en 2020, si on regarde, on arrive à une proportion en fait... très 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 faible. Je ne sais pas si vous voyez le petit bout orange, mais c'est la proportion d'animaux positifs dans le cheptel au total. Là, cette année-là, on teste ensemble, tout en même temps, chevrettes et adultes. On n'a pas fait de test à part pour les chevrettes, vu que la proportion était vraiment faible finalement dans le troupeau. Et à partir de 2021, c'est indemne. Tout le monde est négatif quand on teste. Et ça a été confirmé en 2022, en fait, avec l'acquisition d'un statut diamant pour l'élevage. Donc, si on regarde, en fait, l'évolution, je trouve ça quand même encourageant, parce que oui, au départ, il part avec des animaux qui sont positifs, mais si vous regardez en proportion, c'est sûr qu'on parle d'au total 8 ans sur mon diagramme ici, mais rapidement, au bout de 4 ans, je dirais, on a vraiment une faible proportion d'animaux positifs. Donc c'est quand même très encourageant parce que ça veut dire que le nombre de réformes que vous allez avoir, c'est très peu. En pratique, en fait, juste 2-3 détails, c'est qu'il faut faire les tests sérologiques de manière annuelle ou biannuelle sur tous les animaux de plus de 6 mois, puis c'est important. Des fois, on les faisait un peu plus tôt, mais si on le fait plus tôt sur les animaux, donc peut-être à partir de 3 mois, comme aime dire Christian, il faut considérer que peut-être ces animaux-là, on va les retester. C'est des animaux, en plus, si on regarde, ils ressortent souvent douteux aux analyses. Donc c'est eux souvent qu'on reteste parce qu'ils sont douteux. Donc c'est ça. Ça, c'est un détail, mais si jamais vous appelez votre vétérinaire pour faire ça, j'ai mis à faire au plus tard le mercredi. J'ai mis parce que les chèvres sont souvent de meilleure humeur, mais c'est pas vrai. En fait, c'est juste pour la poste. Il faut que les échantillons sanguins se rendent au laboratoire à Québec. Donc, considérez que votre vétérinaire, il ne faut pas qu'il les fasse le jeudi ou le vendredi, parce que sinon, les échantillons vont rester à la poste, puis c'est pas recommandé. On sort le plus rapidement possible de l'élevage tous les animaux positifs, comme l'expliquait déjà Christian, et ne pas rentrer les chevrettes au contact des adultes avant même de savoir le résultat de leur test. Et pour l'avoir vu, comment Christian travaille, puis pour avoir réalisé les prises de sang, puis tout ça, c'est de l'assiduité vraiment d'une année sur l'autre. Il ne faut pas lâcher, parce que si à un moment donné on lâche prise, on peut avoir une réaugmentation des positifs sans s'en rendre compte. C'est de l'assiduité dans les tests, mais aussi au quotidien. Mais je pense que ça vaut la peine. Là, on va continuer avec le bout plus économique, les résultats économiques. Ça, c'est un tableau que vous avez vu, là, les producteurs, en tout cas, tout le moins. Là. Donc, c'est la CECPA qui a fait l'analyse là, du coût de production là, en 2019. Dans le fond, c'était sur les chiffres 2018-2019. Donc, au niveau de la performance des troupeaux, là, on voit là, que le tiers inférieur, c'était 470 litres par chef par année, ce qui est vraiment pas beaucoup.
la moyenne de ceux qui ont participé à l'étude, c'était 677 et le tiers supérieur, c'était 928. Donc là, on commence à avoir des niveaux de productivité qui sont intéressants pour espérer avoir une rentabilité économique, là. Donc, nous autres, au niveau du troupeau, si on regarde ça rapidement, la colonne du bout là, avec la flèche, là, c'est la quantité de lait que quelques individus produisent, là, mais un peu au hasard là, dans le groupe 1. Là. Fait que on arrive en bas, là, le 1103 litres. Là. Donc, c'est genre des niveaux de productivité qu'on réussit à obtenir. Et l'autre, le chiffre, le 448 000 litres, là, c'est la quantité de lait commercialisé. En tout cas, en principe, là, si tout le lait était commercialisé, là, ça serait dans ces chiffres-là qu'on pourrait avoir comme source de revenus au niveau de l'entreprise. Donc, c'est quand même des montants importants. Tout ça pour, si on s'en va du côté gauche, là, on a 400, là, présentement, on a 407 chèvres en lait. Et il y avait une moyenne de jours en lait de 302 jours. Donc, puis, si on continue un petit peu plus loin, il y a une moyenne quotidienne de lait de 3,7 pour la journée du test, on peut dire, cette journée-là. Puis la veille, on avait 3,6. Donc, c'est tout ça, pas pour se péter les bretelles, mais c'est pour dire que quand tu atteins des niveaux de productivité comme ça, la chèvre là, est sur le quai de traite ou est dans le parc, elle mange la même affaire qu'une chèvre qu'on voyait tantôt là, qui faisait 667 litres ou 470 litres. Là. Elle prend la même espace, elle a le même trouble parce qu'il faut t'attirer à toutes les 2 fois par jour. Probablement qu'elle va manger, en tout cas, nous autres, toutes les chèvres mangent la même quantité de moulée. Mais il y a des individus qui font quand même le double du lait d'un autre. Là. Donc, ça, c'est la sélection génétique qui te permet de les identifier. Là. Mais si tu veux avoir tous ces paramètres-là de productivité pour essayer d'avoir une rentabilité, là, ben il faut tout aller chercher les petits bouts de chandelle pour réussir à avoir une rentabilité économique là-dedans. L'autre élément que je voulais mentionner, que nous autres, on a remarqué au niveau d'avoir un troupeau exempt d'arthrite, c'est au niveau de la persistance en lactation. Les chèvres, vu qu'ils ne sont pas malades à cause d'arthrite, ils ont une meilleure persistance en lactation. Puis, il y a une chèvre vraiment exceptionnelle là, qu'on a identifiée. Elle, ça fait 2314 jours. En fait, cette chèvre-là, elle a chevroté une fois quand elle était chevrette, là, mais elle n'a jamais rechevroté. Je ne l'ai jamais remis au bouc non plus. Là. C'est pas parce qu'elle n'est pas fertile, elle la remet au bouc. Moi, à la quantité de lait qu'elle fait là, moi, je ne la mets pas au bouc, là, je la laisse aller. Puis, elle est embrayée. Elle baisse des fois au lait, puis quand les fourrages sont de moins bonne qualité, elle baisse. Puis si, mettons que tu as plus de luzerne ou que le foin est meilleur, elle remonte. Puis elle s'en va sur son air d'aller comme ça, mais j'en avais un autre qui a fait ça aussi 6 ans. Là, mais à un moment donné, elle a fait une séroconversion, elle est tombée positive, là, puis je pense que ça fait 2 ans. C'était comme, pourquoi qu'elle est tombée positive? D'un coup sec, c'est une chèvre qui avait été testée, je ne sais pas, 10 fois dans sa vie. Là, puis un bon matin, pouf, elle tombe positive. Je sais pas. Fait qu'on l'a éliminé, mais ça fait mal au cœur de l'éliminer, celle-là. Là. Mais là, il y en a d'autres, ça ne dérange pas pendant tout de les éliminer. Mais elle, ça dérange un peu. T'sais. Fait que c'est ça. Elle a 10 000 kilos de fête. Donc, elle, ça lui a pris quand même 6 ans et 3 mois. Elle a fait une lactation de vache, dans le fond. C'est l'équivalent d'une lactation de vache, mais ça lui a pris 6 ans de vache. Après 1 an, ça lui a pris 6 ans. Bon, c'est très loin, hein? Mais elle a de l'ambition, c'est ce qu'on peut dire. Puis c'est une chèvre, tu la regardes dans le troupeau, là, une chèvre bien ordinaire, là, une belle grosse ânone, mais rien d'extraordinaire. Là. Elle mange, puis elle fait du lait. Ben, écœurez-moi pas avec ça. Ça fait que c'est ça. L'autre élément que je voulais mentionner aussi, c'est la longévité des animaux. Quand tu es exempt d'arthrite, au niveau de la longévité des animaux, l'âge, là, la dernière colonne à droite, là, donc la plus vieille, dans le programme, ça classe les chèvres en fonction de l'âge. Là. Donc la plus vieille, elle a 11 ans et 2 mois, puis là, ça dit 10 ans, puis 9 ans, puis 8 ans, puis ça s'en va en descendant comme ça, pour les 400 quelques chèvres. Là. Fait que pour avoir des chèvres de cet âge-là, là, puis ils sont pas en CHSLD, les autres-là, là. C'est des chèvres qui sont en production, là, puis s'ils font pas assez de lait, ils s'en vont, là, tu sais. Fait que, comme elle, Paris, la première, elle a déjà été grande championne à l'Expo de Saint-Hyacinthe. C'est vraiment une chèvre exceptionnelle. Là. Elle est belle, puis elle fait du lait, puis elle t'offre longtemps. Fait que, c'est pour ça que
l'avantage de ne pas avoir d'arthrite, là, ça, c'est un des gros avantages. C'est que souvent, tu vas identifier des individus comme ma chèvre de tantôt, là, qui a une production exceptionnelle. Là. Tu vas identifier ces animaux-là avec une valeur génétique supérieure. Mais si tu vas la vendre alors qu'elle va avoir 3, 4, 5 ans parce qu'elle a l'arthrite, ben tu ne profites pas beaucoup des avantages d'avoir des bébés de ça, puis de multiplier cette qualité génétique-là de ton troupeau. Fait que quand tu as des chèvres qui, justement, peuvent rester dans le troupeau plus longtemps, mais qui ont des valeurs génétiques supérieures, ben tu peux en bénéficier encore plus, puis avoir des boucs qui vont naître de ça, puis les réutiliser pour multiplier cette qualité génétique-là. Un des défauts d'avoir un troupeau qui est exempt d'arthrite, parce qu'il y en a des défauts, c'est quand tu veux acheter des animaux reproducteurs, mettons des boucs, pour rentrer dans ton troupeau, parce qu'à un moment donné, tu veux changer le sang, ben, tu n'as quasiment pas le choix de faire de l'insémination. Parce qu'avec l'insémination, ben, tu ne peux pas rentrer le virus, là, parce que c'est bien testé. Là. Mais tu ne peux pas dire demain matin, m'aller chez un autre producteur, puis je vais acheter un bouc, parce que si lui, il n'est pas exempt d'arthrite, ben, ça ne marche pas. Là. Tu risques de recontaminer ton troupeau juste parce que tu rentres un individu qui est contaminé. Là. Fait que, mettons, dans la possibilité d'acheter des animaux reproducteurs, c'est une contrainte, mais il y a moyen de vivre avec. Là, à un moment donné, tu viens quasiment un troupeau fermé. Là. Tu peux juste t'approvisionner chez d'autres éleveurs qui sont certifiés aussi là, exempts d'arthrite. Puis en passant, au Québec, on est très, très chanceux d'avoir ce programme-là parce que ça n'existe pas partout. Puis on a un coût moindre parce que le MAPAC subventionne ce programme-là. On est vraiment avantageux parce que nos amis ontariens et le reste sauf Canada, là, les autres, ils payent, ils vont au privé, ça coûte 15-16$ du test. En tout cas, dans le temps, c'était ça. À part le coût vétérinaire de faire venir le vétérinaire, prendre l'échantillon. T'sais, nous autres, ça nous coûte aux alentours de 5$, si j'ai bonne mémoire. Mais moi, j'ai toujours calculé que le temps vétérinaire, puis ça coûte un autre 5$, mettons. Fait que ça nous coûte à peu près 10$ par test. T'sais. Fait que, comme nous autres, on a fait le troupeau l'autre jour, là, mais c'est une affaire, ça te coûte plusieurs milliers de dollars à chaque fois que tu testes le troupeau. Là. Fait qu'il faut que tu sois vraiment convaincu. Mais si c'était comme dans les autres provinces, que ça nous coûtait 14$ plus 5$, à un moment donné, ça vient cher en maudit. Là. Fait qu'il faut que tu sois vraiment convaincu. Fait que nous autres, on est bien chanceux d'avoir ce programme-là. Puis moi, j'aimerais ça qu'il y ait plus de monde qui en profite. Fait que c'est ça. C'est vraiment quelque chose que je pense qui est intéressant. Puis pour la rentabilité économique de nos entreprises, là, il y a bien des chiffres là-dessus, mais on parle de 10-15% de meilleure profitabilité là, à cause de ne pas avoir cette maladie-là. C'est toujours difficile à quantifier parce que tu n'as jamais un troupeau qui est contaminé et un troupeau non contaminé que tu peux comparer. Là, c'est toujours des avantages collatéraux, finalement, là, que tu vas en chercher. Mais il y a aussi l'avantage. Il y a des producteurs qui ont des très bons niveaux de production, mais qui ne sont pas nécessairement exempts d'arthrite, mais qui font la prévention à naissance, souvent qui vont élever le chevrette dans un autre bâtiment. Donc, ces animaux-là vont continuer à être négatifs, puis au moment où ils vont rejoindre les animaux adultes, bien là, ils vont se contaminer, mais ils en ont sauvé un bout là, d'avoir cette maladie-là, où ils arrivent avec des niveaux, en tout cas, pas trop élevé de contamination. C'est sûr que tu en bénéficies quand même assez rapidement là, des avantages. Là. Comme nous autres, dans les dernières années, là, quand tu réussis à avoir mettons en bas de 10% de tes animaux qui sont positifs, bien, tu en as 90% là, qui performent bien là, parce qu'ils n'ont pas de maladie. Là, c'est pas au moment où tu as ton certificat que tu as les avantages économiques. Tu les as avant, là, durant le processus, déjà tu vas bénéficier des avantages économiques de participer à ce programme-là. Là. Puis, quand on est allé en France, là, ça c'était en 2008, là, les institutions qui financent en France, ils vont conseiller aux nouveaux producteurs d'aller chercher les chevrettes dans une pépinière de chevrettes, des chevrettes exemptes d'arthrite, parce qu'ils savent que c'est un facteur de réussite important. Là. Plutôt d'aller acheter des chèvres contaminés puis d'essayer d'épurer ça ou d'avoir des niveaux de performance pas adéquats. Là. Les autres, ils ont compris ça fait longtemps. Là, allez acheter des animaux négatifs, partez avec ça, puis vous avez un pas d'avance pour arriver à une rentabilité économique en bout de ligne. Là. Donc, moi, j'arrête ça là. Ah, j'avais des petites affaires. Bon, c'est ça. Fait que pour conclure, c'est qu'il faut être rigoureux. Hein, c'est très, très important.
Être motivé, être bien convaincu, parce qu'à un moment donné, quand tu arrives, comme à un moment donné, là, on avait 30 quelques chèvres qui étaient positives. Là. Parce qu'au début, on était bien rigoureux, puis là, à un moment donné, on ne sait pas, là, on tombe, on s'occupe de d'autres choses, puis on s'en occupe plus trop bien, puis à un moment donné, tu fais un test, puis paf! Là, il faut vraiment faire quelque chose. Mais là, ce qui est difficile, c'est de voir la rentabilité à court terme versus la rentabilité à long terme. Fait que là, tu te dis, il faut que je prenne, mettons, un groupe de chefs de 40, que j'envoie ça à quelque part pour m'en débarrasser. Puis ces chefs-là, ils produisent du lait, puis ils te rapportent de l'argent, puis tu as des contrats à respecter. Fait que, tu sais, c'est déchirant. Ce bout-là, c'est déchirant à maudit de dire, il faut que j'élimine ce groupe-là. Mais à un moment donné, tu te dis, il faut que tu le fasses si tu veux un jour arriver au résultat. Là. Fait que, mais plus tu es rigoureux, plus tu es motivé. Puis il faut être. Ginette a rajouté qu'il fallait être patient aussi, hein? Oui, c'est ça. Puis avoir une bonne équipe. Ça, c'est important. Parce que c'est tellement facile de se tromper. T'sais, nous autres, on a un système, là, quand on tire les chèvres, les fraîches chevrotées, pour recueillir le cholestérol, parce que c'est important que le bébé ait le cholestérol de la mère. Là, on tire les chèvres, puis là, on met ça dans des bouteilles pour pouvoir la thermiser. Puis une fois qu'il est thermisé, il est à 56 degrés durant 1 heure, là, on peut le donner au bébé. Fait que là, nous autres, on a trouvé un système, on met des bouchons bleus. Quand c'est du cholestérol, on met des bouchons bleus. Puis là, dans le frigidaire, on met ça en bas, les tablettes d'en bas, quand il n'est pas thermisé. Puis une fois qu'il est thermisé, on met ça, ces tablettes d'en haut. Mais là, il faut que tout le monde comprenne ça, là. Il ne faut pas qu'il se mêle, là. Puis si c'est du lait de fin de traite, parce qu'on récupère le lait de fin de traite, là, qui est du lait, là, on met des bouchons blancs. Parce que ça, c'est du lait qui va aller dans la machine à lait, après qu'il ait été thermisé aussi. Fait que là, ça, c'est une autre gestion des couleurs de bouchons. Fait que, tu sais, c'est un exemple, là, mais il faut que tout le monde dans l'équipe de travail, là, comprenne ça, là. Parce qu'il ne faut pas qu'ils se trompent. S'ils mettent les bouteilles d'en haut et les bouteilles d'en bas, là, puis là, c'est plus bien grave, parce qu'en principe, le virus n'est plus présent dans le troupeau, mais dans le moment où tu es en processus puis tu en as encore des positives, c'est important de ne pas se tromper, là, parce que tu peux revirer en arrière, là, parce que tu donnes juste un biberon avec le virus, tu es fait à l'os, à la poignée. Fait que c'est ça. Puis être bien accompagné au niveau des vétérinaires, parce que c'est ça. De temps en temps, Hélène elle me rappelle, puis elle dit là, Christian, tu serais dû pour tester, parce que dans le brouhaha de la vie, Mais en fait, il y avait un trou dans mes testages. Hein? Avant ça, moi, je travaillais avec le docteur Françoise Doisé. Puis Françoise a pris sa retraite. Non, mais c'est vrai. C'est aussi niaiseux que ça. Françoise a pris sa retraite, puis on était très proches. On travaillait ensemble souvent. Puis là, Françoise a pris sa retraite, puis là, je sais pas, j'ai été un grand bout de pas de bout. J'avais plus de vétérinaire qui me poussait le derrière. Fait que là, j'étais comme 1 an et demi sans tester. Puis là, à un moment donné, je sais pas, les cloches ont sonné, puis réveille-toi du B, là, Chris, faut que tu testes. Ça fait qu'on s'est mis à tester, puis là, c'est là qu'on a sorti avec un 30 chèvres à vendre, puis là, j'ai dit, attends un peu là, on va arrêter de jouer au fou, là, on va prendre ça au sérieux, puis on va régler le problème une fois pour toutes, t'sais. Fait que c'est important là, d'être soutenu aussi par l'équipe vétérinaire, parce que comme Hélène a dit tantôt, là, l'autre jour, on a pris 540 prises de sang, là. On a fait ça dans 3-4 heures. Là. Ça prend du monde en forme, puis embrayer parce que c'est long. C'est une job. Tu les pognes une par une. Tu prends un échantillon dans la veine ici. Là, ça prend une équipe là, qui est fonctionnelle. Attrape les chèvres, puis l'autre fait ci, puis l'autre. Puis là, il faut que tu mettes le bon numéro sur le tube, puis le tatouage d'oreille, puis ci, puis ça. Puis bon, faut être rigoureux, là, mais il faut le faire. C'est quand même une job. Là. Mais moi, je pense que ça vaut la peine. Fait que c'est ça. Bon, ben moi, je vais vous présenter plus théoriquement le programme, puis un peu en pratique comment améliorer la chose. Donc, l'historique a été bien expliqué là, par M. Dubé plus tôt. Donc, le CEPOC qui est mandaté par le MAPAC actuellement pour faire la coordination des programmes d'arthrite encéphalite caprine et du Midivicina aussi. Donc, Dr. Rioux s'occupe du Midivicina, puis moi, je m'occupe de l'arthrite encéphalite caprine. Puis le but de ça, c'est de réduire la prévalence de ces maladies-là et identifier des troupeaux à faible risque d'être infectés par le virus. Et puis, ça a été très bien expliqué plus tôt par Lou. Je vous ai mis quand même une fiche qui est disponible sur le site web du CEPOC qui explique bien là, les modes de transmission du virus puis les symptômes. Donc, ça a été bien expliqué. Puis sur la thermisation qui a été expliquée par M. Dubé, il existe des machines qui le font. Ça peut aussi être fait
sur le rond sur un four. Mais dans le fond, le principe de ça, c'est l'inactivation du virus en chauffant le lait ou le colostrum à 56 degrés Celsius pendant 1 heure. Puis, c'est important de respecter ces critères-là pour ne pas arriver à une température supérieure. Dans ce temps-là, ça dénature les protéines, une température trop élevée, et les anticorps, ce sont des protéines. Donc, chauffer ça trop chaud, ça va être négatif. Même chose au moment de dégeler du colostrum. Si vous avez une banque de colostrum congelé, que ce soit de chèvre, de brebis ou de vache, il faut aussi le dégeler type bain-marie en mettant le lait ou le colostrum congelé dans de l'eau chaude, puis la changer régulièrement. Il ne faut absolument pas mettre ça au micro-ondes parce que ça va cuire et dénaturer les anticorps. Donc, il va y avoir le côté nutritif, mais il n'y aura pas le côté protection immunitaire. Donc, c'est quelque chose d'important parce que ça, parfois, surtout s'il y a un changement d'employé, c'est mal expliqué, ça peut être fait comme ça, puis il pourrait y arriver des mésaventures de pop-up de maladie si le colostrum a été mal administré, il protège moins les chevreaux. Et puis ici, ça explique brièvement le protocole pour l'échantillonnage. Donc, comme il est expliqué, ben, c'est sûr que c'est une procédure qui est quand même un peu physique au moment des prises de sang. C'est une journée où il faut être en forme, puis prendre une petite Tylenol peut-être le matin, puis se frotter au Voltaren ou antiflogestine, il faut être averti. Donc, ça prend quand même du personnel, il faut prévoir la chose. Puis vraiment, je dirais, un rôle qui est méconnu, c'est la personne qui prend les notes. Si le petit chiffre est changé, là, chez les chefs, vous n'avez pas encore les ATQ vraiment, là, mais imaginez-vous un mouton qui a 9 numéros, 124 000, machin, à la fin, puis que le 8 ressemble à un 3, ou que le 5, finalement, c'est un 2, puis là, ça se lit plus, ça marche pas, on saute un coup parce qu'on jase la météo, puis tout ça. C'est vraiment problématique. Si on en fait 400, il va y avoir un problème, là. Fait qu'il faut vraiment être très, très assidu là-dessus. Puis finalement, c'est peut-être la personne qui a le travail le plus important, donc quelqu'un qui est allumé, qui est capable de jaser, mais en même temps qui est très assidu à son travail. Parce que sinon, juste vous imaginez, là, on en fait 400, mais à partir du numéro 25, la personne elle a oublié d'écrire le numéro d'identification de la chèvre, fait que le numéro 25 n'est pas écrit, fait que la 26 est écrit à 25, la 27 est à 26. Toutes les autres d'après, on ne sait pas à partir de quand que l'erreur s'est passée. Là. Fait que, ouais, c'est sûr que si on se prend la peine d'écrire tout sur le tube, mais au laboratoire, il va y avoir un numéro séquentiel. Donc, si on écrit sur le tube, il faut aussi écrire 1, 2, 3, 4, 5. Parce que c'est important pour la gestion au laboratoire. Donc, dans le fond, la marche à suivre pour l'inscription au programme, il faut la petite paperasse. Là, tout ça est disponible sur le site web du CEPOC. Il faut remplir le formulaire d'adhésion, puis les frais d'inscription annuels qui sont actuellement de 35 $. Et puis, avant de s'inscrire, je recommande quand même d'aller voir le formulaire de respect des règles de biosécurité. Ça doit être déjà appliqué dans le troupeau au moins 4 mois avant l'obtention d'un statut. Donc, si on fait un test aujourd'hui, tout est négatif, mais que le vétérinaire ne peut pas certifier que les règles sont appliquées, le formulaire ne pourra pas être signé encore avant 4 mois. Donc, ça peut amener des délais. Et puis, toujours rappeler là, de faire signer, remplir ce formulaire-là par le vétérinaire. Et donc, comme il est expliqué, il faut tester tous les animaux de plus de 6 mois, puis c'est envoyé au laboratoire du MAPAC. Comme on a dit plus tôt, pas plus tard que le jeudi matin pour être sûr que ça se rend. J'ai eu un cas dernièrement où les tubes sont arrivés un jeudi, livrés à la mauvaise porte. Ça aurait niaisé là jusqu'au mardi parce que personne ne l'a vu. Bien, tout ça est putréfié, en fait qu'il n'y aura pas d'analyse disponible. Et donc, c'est important de suivre vraiment les critères d'envoi, d'emballage là, pour respecter les règles du laboratoire. Et pour avoir accès à la subvention qui a été mentionnée plus tôt, il faut que ce soit envoyé au laboratoire du MAPAC à Sainte-Foy. Puis là, actuellement, les frais sont de 3,50 $ le test. Puis si quelqu'un fait faire les tests en dehors du programme, bien, c'est à peu près 25 $ la tête que ça revient actuellement. Plus le matériel, plus le temps vétérinaire, ça, c'est pour le test vraiment en laboratoire. Et aussi, si vous achetez des animaux,
À partir du moment où il y a un statut d'établi, bien, c'est important de remplir les formulaires de transfert de statut et de prendre un statut égal ou supérieur, évidemment, parce que si on rentre un animal de statut argent dans un troupeau or, tout le troupeau devient argent. On recule en arrière. Donc, c'est là que ça peut devenir difficile côté génétique, là, parce que plus qu'on monte en statut, moins il y a de troupeaux. Et puis, pas oublier d'appliquer quand même une quarantaine pour les autres maladies quand même, parce que oui, il y a l'arthrite encéphalite caprine, mais il y a toutes les autres maladies. Donc, à l'entrée d'un animal, appliquez quand même une quarantaine là, selon les recommandations de votre vétérinaire. Donc, pour les adultes, il y a le dépistage sérologique. Actuellement, c'est un test ELISA qui a été choisi par le laboratoire, qui a malgré tout une très bonne sensibilité et spécificité. Et puis, ça permet de connaître la prévalence, séparer les animaux comme il était bien expliqué, traire les femelles saines avant les contaminer, quand on est en assainissement, laver, désinfecter la machine, l'équipement de traite, en fait, tout ce qui peut avoir touché aux positives, puis toujours s'occuper des négatives avant les positives. Puis le point important, de changer les aiguilles entre les animaux, mais aussi avant de piquer dans une bouteille. C'est une erreur qui est super fréquente dans tous les élevages. C'est que des fois, il y a une vieille aiguille sur une seringue, pique dans la bouteille pour prendre le produit, mais changer l'aiguille pour piquer l'animal. Mais la vieille aiguille, elle a contaminé la bouteille. Puis aussi, il est recommandé d'avoir des cloisons pleines entre les lots pour au moins 2,5 mètres pour éviter le contact physique. Puis idéalement, il faudrait placer les positifs près d'une sortie d'air et non pas près d'une entrée d'air quand c'est possible, pour pas que les aérosols par respiration soient distribués partout dans l'étable. Avec les plus jeunes, faut séparer les bébés des mères le plus rapidement possible. On s'entend que je connais personne qui dort dans l'étable, fait que c'est sûr qu'on en échappe un peu, mais on essaie de faire ça le plus possible pour éviter le léchage, même s'ils sont gluants. Puis la première tétée qui est vraiment importante. Et là, il faut fournir du colostrum et du lait de chèvre ou de brebis ou de vache testées négatives au virus ou se procurer le colostrum en poudre qui a déjà été testé là, de toute façon. Donc, ça revient sur les indications pour la thermisation. Puis, on devrait donner 2 repas de colostrum au minimum, 300 ml pour les petits, 350 ml au repas suivant, comme ils sont en croissance, donc bien respecter selon la taille des chevaux à la naissance. Bien disposer les aiguilles aussi, là, c'est des règles de base qu'on doit répéter toujours en biosécurité, mais ne pas mettre ça dans la poubelle ordinaire, surtout pas de cap pour fermer, puis dans un contenant dédié à ça, puis le retourner soit à la pharmacie ou à la clinique vétérinaire. Aussi, il est recommandé de brosser et nettoyer la pince à tatouer pour la pose des étiquettes lorsque c'est utilisé ou tout ce qui peut faire une plaie sur l'animal. Là aussi, les cloisons pleines, puis assurer une distance. Donc maintenant, le statut argent. Dans le fond, actuellement, les 2 programmes, Medivicina et arthrite encéphalite caprine, octroient différents statuts en 3 étages, donc argent, or, diamant. Là, actuellement, il y a un projet de recherche qui est en train de réévaluer le programme Medivicina sous forme de sondage auprès des vétérinaires et des éleveurs, pour voir qu'est-ce qui pourrait être amélioré, les satisfactions, les insatisfactions. Puis après ça, le programme va probablement être en réécriture pour l'adapter, parce que ça fait déjà plusieurs années qu'on vit avec les mêmes règlements. Et il se peut que ça s'enligne vers plus un programme de biosécurité. On ne sait pas quelle forme ça va prendre. Peut-être qu'on va vouloir englober d'autres maladies, peut-être moins focusé sur le 100% négatif, mais peut-être le faible prévalence, qui peut être intéressant aussi quand même parce que un troupeau bien ici, c'est bien, on finit par arriver à 100%, mais ça a pris des années, mais il reste qu'il y a 3, 4, 5 ans, même avec 2% de positifs, c'était quand même un très bon troupeau avec une bonne santé. C'est ça qu'il faut retenir aussi. Le 100% négatif, c'est intéressant, c'est même fabuleux, mais un petit peu avant aussi, c'est très bien. Donc, c'est mieux ça que pas rien du tout, puis de travailler sur tous les facteurs de biosécurité. Donc, il se peut qu'après, le programme d'arthrite encéphalite emboîte la suite de ce qui va se passer avec le Medivicina. Ça va dépendre un peu là, du ministère.
Donc, le statut argent, il est obtenu lorsque tous les animaux de plus de 6 mois ont un test négatif en même temps et que le formulaire de biosécurité est bien rempli et signé. Statut or peut avoir lieu au renouvellement du statut argent, mais c'est 6 mois plus tard. Donc, il faut retester tous les animaux de 6 mois, donc les nouveaux qui ont atteint 6 mois, et tout le monde, et tous les animaux qui ont été achetés entre-temps. Et si tout est encore négatif, on monte au statut or avec encore le formulaire de biosécurité rempli. Et puis, 1 an plus tard, donc entre argent et or, il y a 6 mois, mais entre or et diamant perpétuel, c'est 1 an. Quelqu'un peut vouloir le faire plus rapproché en assainissement. Là, c'est à voir avec le vétérinaire puis le coordonnateur du programme. Et ensuite de ça, statut diamant renouvelable annuellement, toujours avec les plus de 6 mois. Puis moyen, à partir du moment où la prévalence est faible, on peut tester un pourcentage du troupeau aussi. Donc, ce n'est pas nécessairement 100% des animaux qui sont testés pour réduire les coûts. Mais par contre, si on choisit cette voie-là, ben, il faut savoir que ça se peut qu'il y ait des pop-up positifs éventuellement, parce que si on n'a pas testé 100% des animaux, après quelques années, il peut en avoir un qui n'a jamais été testé, qui ressort positif, puis si lui, malheureusement, en a contaminé d'autres, ben, on peut partir de diamant depuis 5 ans à rien, en bas d'argent, là, parce qu'il y a eu des animaux qui sont sortis positifs. Donc, il faut le savoir, c'est avantageux côté temps et argent de vouloir faire des tests en pourcentage, et c'est accepté, mais on peut mettre à risque le statut là, perpétuel. Puis donc, je vous invite à aller voir là, sur le site du CEPA qu'il y a beaucoup de fiches. C'est souvent fait pour le mouton, mais c'est adaptable à la chèvre. Il y en a quand même quelques-unes qui sont totalement dédiées à la chèvre parce que le financement avait été alloué. Vous pouvez suivre aussi la page Facebook, la chaîne YouTube. Il y a plein de témoignages aussi qui sont disponibles sur le site. Et puis, justement, certains qui expliquent des témoignages d'éleveurs. Puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas à appeler, soit me laisser un message sur la boîte vocale ou à mon adresse courriel. Moi, je suis en pratique 3 jours semaine. Des fois, il y a des délais, mais je réponds quand même rapidement. Voilà. Alors, je vous remercie. Je pense que ça a été intéressant. Tantôt, Marie-Pierre demandait s'il y avait des questions. Je ne sais pas si c'était encore ta question, Marie-Pierre. Dans mon tableau, je l'ai peut-être pas bien expliqué dans ma réflexion. Des fois, j'allais dans la tête, mais je ne le sens pas. C'est ça le problème. Non, mais dans le fond, c'est les anticorps maternels. Tu sais, quand tu donnes le colostrum, là, tu vas le thermiser, mais les anticorps de la mère qui étaient contaminés, ils contiennent le virus. Là. Fait que tu fais têter ça. Non, les anticorps sont présents, le virus n'est pas. C'est les anticorps contre le virus qui sont présents. C'est ça que je voulais dire. C'est les anticorps de la mère, c'est ça, mais qui se retrouvent dans le colostrum. Parce que dans le colostrum, il y a beaucoup d'anticorps de toutes sortes, dont ceux du virus, c'est ça. Parce qu'elle est contaminée, la mère, c'est ça. Fait qu'elle, c'est sûr qu'elle produit des anticorps spécifiques au virus. Là. Fait que c'est ce qui se retrouve dans le colostrum. Mais c'est ça. Donc, après 3 mois, tranquillement, ils sont éliminés, ces anticorps-là maternels, parce qu'elle va fabriquer ses propres anticorps. Puis à un moment donné, ça va juste être ces anticorps à elle qui vont être testés, finalement. C'est aussi parce qu'on considère que la transmission transplacentaire est vraiment rare. Parce que si c'était un virus qui se transmettait de la mère au petit très facilement, ça serait encore une autre game. Parce que tu pourrais considérer souvent que les petits de mère positive, tu as quasiment 100% de chances qu'ils soient positifs. Donc là, c'est vraiment juste les anticorps. Aussi, ce que je voulais dire tantôt, j'ai oublié. Si on décide, pour un troupeau à très forte prévalence, comme c'était le cas ici, puis qu'on veut accélérer l'assainissement, c'est dans ce temps-là que c'est pertinent de faire quand même des tests à 3-4 mois. Faut quand même toujours en parler là, à votre vétérinaire et avec le coordinateur du programme qui est présent. Mais ça permet de savoir le chevreau négatif et négatif, à moins qu'il ait eu le temps de se contaminer dernièrement. Mais le positif,
Lui, on le met de côté, puis on surveille si les anticorps baissent, mais tout de suite le séparer puis le mettre dans un parc, parce que si c'est un vrai positif, il va avoir le temps de contaminer d'autres. Donc, c'est déjà faire une ségrégation, mais il faut savoir qu'après, dans ces parcs-là, il va y avoir probablement une autre ségrégation. Mais ça multiplie les tests, mais ça permet d'accélérer vraiment beaucoup le processus. Non, c'est très rare, là. On fait des suivis, puis il y a des contre-vérifications que le laboratoire envoie parfois à Guelph pour des cas exceptionnels, mais c'est des tests en lesquels les spécialistes de labo ont très, très confiance, là. Parce que des fois, il sort les suspects qu'ils appellent. Ça, c'est vraiment pas intéressant. Pour pas dire d'autre chose. Parce que autres, tu fais quoi avec? T'sais? Là, il dit le niveau d'anticorps est assez élevé, pas pour être positif, mais assez pour être suspect. T'sais. Fait que là, c'est-tu parce qu'il est en train de se contaminer, puis que là, tu vas le retester dans un mois, puis là, il va tomber positif? Ou c'est parce que X raison, son niveau d'anticorps a monté, puis qu'il va redescendre après? T'sais? Fait que là, en tout cas, moi, ce que je faisais, c'est que je les éliminais pareil. Je prenais pas de chance, là, parce qu'à un moment donné, tu dis, on va arriver au résultat, on delete. Mais c'est ça. T'aimes pas ça, avoir des suspects en rénal. Hein? Puis des fois, tu as fait ton test, là, ils sont toutes négatives, sauf une de suspect. Fait que là, ben, t'as pas ton statut parce que ta maudite chèvre-là, ben, bon. Toi, Sophie, je pense que tu avais une question, hein? Je sais que chez le mouton, il y a un test offert aux États-Unis dans un laboratoire privé pour aider à sélectionner des animaux plus résistants, mais ce n'est pas résistant comme pour la tremblante, là. Mais c'est une faveur en résistance, là. Mais je ne pense pas qu'il existe encore sur l'arthrite encéphalite caprine. Non plus. Mais il y aurait certainement d'autres vaccins. Je ne sais même pas s'il y en a en Europe. Mais... Non. Ça. En fait, si c'était problématique comme la COVID, là, il y aurait une gang de chercheurs qui auraient travaillé là-dessus, puis ça ferait longtemps qu'on aurait un vaccin, je pense. Mais là, vu que c'est quelque chose de pas trop important, mettons, pour le monsieur tout le monde, là, ben, il n'a pas de vaccin. Mais pour répondre un peu à ta question, Sophie, moi, j'ai des chèvres, là, en tout cas 2 chèvres, entre autres, là, qui ont fait jusqu'à 12 ans, là, des chèvres d'expo. Là. Puis, ils étaient positifs. Ils n'ont jamais eu les signes cliniques de maladie. T'sais, on dirait qu'il y a des individus qui sont tough à ça. Ils sont porteurs, ils vont le transmettre, mais eux autres même, les signes cliniques, ils ne l'ont pas. Là, ben là, j'en ai, là. ouais, je me souviens pas. C'est une bonne question. Ouais. On peut toujours rêver dans mon livre à moi. Là. Il n'y a pas vraiment de recherche là-dessus, mais on part du principe qu'un virus, pour survivre, il a besoin de sa cellule hôte. Donc, logiquement, comme dans toute surface, à un moment donné, il va finir par mourir, mais il n'y a aucune donnée scientifique combien de temps il va survivre dans la bouteille. Ça dépend quel est ton produit dans la bouteille aussi. Mais en fait, on ne pique pas avec une aiguille souillée dans une bouteille. Puis... Dans le fond, ma vraie inquiétude pour les bouteilles contaminées, c'est pas vraiment pour l'arthrite encéphalite caprine, c'est pour une bactérie autre qui, elle, pourrait quand même réussir à se multiplier, surtout si c'est pas un antibiotique, là, c'est un anti-inflammatoire, il n'y a rien qui empêche la croissance des bactéries là-dedans. Puis ça peut faire un animal que tu piques puis qui est mort 10 minutes après. Fait que d'une contamination toxique, finalement, là, d'une bactérie qui pourrait relâcher une toxine ou autre. Là. Fait que on focus sur l'arthrite encéphalite caprine, mais les autres microbes existent, puis eux aussi peuvent être transmis par les aiguilles, puis ça contamine vraiment une bouteille. Là. Fait que un produit qui a changé d'apparence, on peut penser que soit il y a un changement physico-chimique à cause de l'air,
mais aussi ça peut être une multiplication bactérienne, fait qu'on ne l'utilise pas. Fait que c'est sûr que c'est plate, mais effectivement, faut se dire qu'une aiguille, ça coûte pas cher, puis il faut focusser là-dessus. Là. La paratuberculose, et voilà. Puis, ce que j'ai remarqué, là, parce qu'on sait, les résultats individuels, c'était tout personnel, mais vu qu'on se parle, on a fini par faire des corrélations. Mais il y a des troupeaux qui ont sorti négatifs pratiquement à 100%. Puis c'était toujours ceux qui faisaient il y a un lien entre le traitement de l'arthrite encéphalite caprine puis cette maladie-là. Là. Finalement, c'est que quand tu thermises ton lait, tu thermises aussi pour tuer ça. C'est une bactérie, ça? Oui, hein, cette bactérie-là aussi. Fait que, en faisant la prévention de l'arthrite, tu préviens d'autres maladies aussi. Tu es gagnant sur d'autres points là, par rapport à cette maladie-là. Oui, Stéphanie. Ça dépend si c'est au mois de juillet, non, mais... Non, bon, ça dépend comment on rush pour le laboratoire. Mais quand ça va bien, là, ça prend un peu plus qu'une semaine. Des fois, ça peut prendre jusqu'à un mois, mais mettons que ça, c'est les pires cas. Là. Mais généralement, c'est quand même assez rapide. Là. Oui, Marie-Pierre. Ah oui, c'est ça, c'est clair. Là. Parce que quand ils ont fait le test, là, vu qu'on avait un gros troupeau, ils testaient juste 50% du troupeau. Fait qu'on ne peut pas dire que le troupeau était complètement négatif, mais ils n'ont pas trouvé. Puis la personne qui prenait les échantillons, à un moment donné, c'est ça qu'il me dit. Il dit sont hauts tes chèvres maigres, là, tu sais. Parce que normalement, une chèvre qui a cette maladie-là, elle maigre un peu, tu sais, puis tu vois qu'elle est affectée physiquement par ça. Ben, je n'ai pas de chèvres maigres. Moi, ils sont toutes là, mes chèvres, là, check, là, regarde. Fait que t'es vraiment gagnant, là. Même, je te dirais là, qu'il y a des producteurs, en tout cas, ils me l'ont pas dit directement, là, mais il y a du monde qui ont quitté la production après qu'ils aient constaté que le troupeau était contaminé à 90% à paratuberculose, qui était 100% à l'arthrite. Le monde, à un moment donné, ils se sont dit je lâche, je baisse les bras, moi, je fais d'autres choses. T'sais. Parce que la perte économique associée, entre autres, à ces maladies-là est tellement importante qu'à un moment donné, tu ne peux pas atteindre une rentabilité économique. Là, c'est ça. Fait que c'est vraiment important, la santé. Là. C'est bon. Ouais. Ouais, ben c'est sûr qu'on avait vendu les chèvres, tu sais, ça faisait de l'argent en attendant. Mais t'avais hâte de recommencer à tirer du lait, par exemple. Mais je vous ai pas tout conté l'histoire, là. Non, mais c'est pas que j'ai fait des... Moi, les motifs, des fois, là, il est fort, hein. Parce que en juin, on a vendu, là, tout l'été, on a eu nos chevrettes, puis on les avait dans les tables, puis on les traitait aux petits oignons, puis ils ont bien grandi. Puis là, rendu genre à l'automne, il me semble que c'était au mois d'octobre. Non, je ne suis pas parti à la chasse, mais il y a un producteur dans le coin ici qui a passé au feu. Hein? Puis là, il s'est trouvé du jour au lendemain toutes les chèvres dehors, parce qu'ils ont passé au feu, mais il a sauvé les chèvres. Fait que là, j'ai dit... moi, avec mon grand cœur, il dit, moi, j'ai une étable à moitié vide, j'ai une salle de traite fonctionnelle. J'étais allé voir ces chèvres, il dit, ça n'a pas de Christy de bon sens de laisser ces chèvres-là. Fait que j'ai dit, on va squeezer les chèvres dans les tables, puis on va rentrer tes chèvres qui étaient contaminées à 100% à l'arthrite, là, chez nous, puis on va te donner un coup de main pour une couple de mois, le temps que tu te rebâtisses, puis tu recommences à rentrer chez vous. Ça, c'était l'erreur émotive à ne pas faire, là. Ça a coûté plus cher qu'à de vendre des chèvres, je pense. Cette erreur-là, ça a coûté plus cher qu'à de vendre des chèvres, là. Fait que là, on a vu tantôt, là, il y a ce qu'on appelle la vieille partie. J'avais mis presque toutes les chevrettes là, mais sauf que je manquais de place
Fait qu'ici, à l'autre bout de l'étable, on avait mis un mur de 6 pieds de haut pour pas que les chèvres, tu sais, l'air circule, puis les fans étaient par ici pour être sûr que l'air sorte, puis bon, disons, ben 4. Là, on a rentré comme ben trop de chèvres, là, de bord, 200 quelques chèvres, tout squeezé. Puis là, on s'est mis à tirer ça. Là, c'était la catastrophe, là. On va vous dire franchement, là, ça va pas de Christy de bon sens, là. Les chèvres, quand on parle de l'espace mangeoire, l'importance de l'espace mangeoire, les autres, il y avait trop de compétition par rapport à l'espace mangeoire pour les chèvres. Fait qu'à mesure que les chèvres, parce qu'il y avait 2 étables, le monsieur, puis son autre étable où il y avait les chevrettes, elle n'a pas brûlé, fait qu'il avait ramené ses chèvres gestantes, là, une partie des chèvres gestantes. Fait qu'à mesure qu'à tous les jours, là, il ramenait 5, 6, 10 chèvres qui venaient d'accoucher dans la journée, on les amenait ici. Moi, je les reconnaissais parce que ces chèvres, il n'y avait pas d'identification, comme tout bon producteur qui ne veut pas faire d'argent, là. Sauf que pour les amener, ils mettaient une corde de bête dans le cou pour les transporter. Fait que moi, je savais que toutes les chèvres qui rentraient ici, qui avaient une corde de bête, c'est celles qui avaient accouché dans les derniers jours. Les fraîches. Puis là, le matin, on arrivait, puis là, on comptait combien de chèvres qui étaient mortes. Parce que là, il y avait 3, 4, 5, 6 chèvres de mortes à tous les matins. Puis c'était toutes ces chèvres-là, ou à peu près. Parce qu'eux autres, ils arrivaient, compétition, fraîche, chevrettée, pas trop d'appétit, pas d'espace mangeoire. Ils mouraient tous d'entérotoxémie. Parce qu'en salle de traite, ils mangeaient de la moulée, ils mangeaient pas de foin. Pouf! Ça pétait tout d'entérotoxémie. C'était vraiment une catastrophe. Fait que là, il sortait dehors, prenait une photo, puis lui, il a réussi à faire passer ça à ses assurances, que c'est parce qu'il avait sniffé de la boucane que les chèvres étaient mortes. Ça n'avait rien à voir. Moi, je peux vous le garantir, ça n'avait rien à voir. Fait en tout cas, on a fait ça un bout, là. Puis là, après ça, il a réussi à s'arbasser. Puis là, rendu au mois de décembre, les chèvres ont reparti chez eux. Durant ce temps-là, là, on a lavé les tables, toute l'équipe. Puis là, on a refait de la place pour mes chevrettes. J'ai retesté mes chevrettes, 20 % de contamination automatique. Juste par l'environnement, la présence des animaux contaminés. Ça, là, tantôt, on a vu que ça m'a reculé. On voyait des chiffres 2010-2014. Ça m'a reculé d'un maudit bout. Hein? Parce que là, j'ai recommencé à jouer dans la boîte, comme on dit. Là. Puis, tant qu'à compter des histoires, on va compter des histoires. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ça. Il y avait une compagnie pharmaceutique qui s'appelait Nexia Biotechnologie, qui a changé de nom pour devenir Pharmathem, qui faisait des recherches pour essayer d'inclure un gène de la toile d'araignée dans le lait de chèvre, pour extraire cette protéine-là, pour faire un acier qu'il appelait le BioSteel, un acier qui aurait la souplesse de la toile d'araignée, mais la résistance aussi d'une toile d'araignée. Puis ça, c'était entre autres pour l'armée américaine. C'était flyé à patente. Ça avait passé à la découverte à un moment donné, là. Fait que là, ils voulaient faire un acier, pas un acier, mais une veste anti-balle, mettons, mais qui aurait la souplesse d'une toile d'araignée, qui serait souple, mais qui aurait résistance pour les balles. Ça n'a jamais marché. Hein? Ça n'a jamais marché. Mais cette compagnie-là, ils ont importé, à cause que c'était de la biotechnologie, ils ont importé des chèvres de la Nouvelle-Zélande, parce que la Nouvelle-Zélande, c'est le seul continent qui est exempt de retraite en céphalite caprine. En tout cas, il y avait des règles de biosécurité à respecter, puis il avait importé ces chèvres-là, qui étaient des super de chèvres performantes, de qualité, en santé, ils servaient pour nourrir les bébés qui naîtraient, les bébés transgéniques, là. Fait qu'il faisait beaucoup de transferts d'embryons puis de la manipulation génétique, mais il était rendu bon là-dedans, par exemple. Ça marchait bien, le patente. Mais ça a jamais fini avec la BioSteel, là, mais en tout cas, ça a roulé plusieurs années, cette compagnie-là, jusqu'à temps qu'ils ont fait faillite, finalement. Ça a foiré. Puis là, en dernier de tout, l'Agence canadienne d'inspection des aliments, eux autres, ils étaient très, très contrôlés avec eux autres. Là. Ils n'avaient pas le droit de vendre le lait. Ils n'avaient pas le droit de commercialiser le lait. Ils n'avaient pas le droit de commercialiser la viande. Parce qu'eux autres, ils ne voulaient pas qu'il y ait des produits transgéniques qui se retrouvent dans la chaîne alimentaire canadienne. Ça fait qu'eux autres, il fallait le lait qu'ils produisaient, il fallait qu'ils le brûlent. Avez-vous essayé de brûler du lait? C'est long, en sacrifice. Ça prend pas mal d'énergie de faire brûler du lait, là. Puis, tu sais, c'était vraiment pas d'allure tout ce qui se faisait là, de pas logique économiquement, là. Mais finalement, quand ça a fermé, ils ont décidé, l'agence, ils ont dit, vous allez euthanasier toutes vos chèvres. Fait qu'ils ont euthanasié aux alentours de 1000 chèvres, là. C'est Flavie qui est assise en arrière, sur la table. C'est ma nièce, Flavie. Son père, là, Richard, là,
C'était sa job, lui, s'occuper des chèvres non transgéniques. Fait que là, il y avait comme 140 chèvres qui venaient d'origine de la Nouvelle-Zélande, qui servaient à nourrir les bébés transgéniques. Fait que là, ces 140 chèvres-là, ils n'étaient pas transgéniques, eux autres. Fait que là, on a réussi à les convaincre de les vendre, ces chèvres-là. Fait que là, ils sont allés par soumission. Moi, je pense que j'étais le seul soumissionnaire. Fait que je les ai ramassés. L'avantage de ces chèvres-là, c'est qu'ils étaient tous exempts d'arthrite. Puis c'était un troupeau qui était assaini, là, comme dans les porcheries assainies, si tu veux. Là. Il était exempt de toutes sortes de maladies possibles, là, parce que c'était tellement clean là-bas, c'était pas croyable, là, parce que c'était de la recherche. Là. Fait que, en tout cas, je les ai rentrés ici, à un moment donné, ces chèvres-là, après que les chèvres de l'autre monsieur les aient contaminés. Là. Fait que quand j'ai reparti à faire du lait, j'avais en plus ces 140 chèvres-là, transgéniques, des belles grosses Saanen, top shape. Qui n'étaient pas transgéniques, excuse, c'est ça. Puis là, ils étaient top shape, les belles grosses madames. Puis les autres, ils faisaient de l'insémination artificielle seulement. Parce qu'à cause de les exigences scientifiques, un bouc ne pouvait pas sauter une chèvre. C'était pas correct, ça. Là. Ça fait qu'ils récoltaient le bouc avec de la semence fraîche, puis ils inséminaient la chèvre. Tu sais, quand tu veux que ça soit compliqué, là, pourquoi faire simple quand ça peut être compliqué? Pas de contact, c'est ça. Fait que là, toutes les chèvres que moi j'ai ramassées, ils étaient toutes gestantes, toutes d'insémination. Fait que c'est quand même quelque chose d'intéressant. Fait que moi, j'amène ça ici, des belles grosses chèvres. Puis là, après 15 jours, la vétérinaire là, que je parlais tantôt, Françoise Loisé, j'appelle Françoise, j'ai dit « Françoise, tout va bien, pas de chèvre de malade. » Françoise me dit « Attends. » T'es trop vite. Comme de fait, à 17 jours, ça a commencé. Fait qu'eux autres, là, la vraie vie, ils ne connaissaient pas ça. Là. Fait que là, ils ont commencé à avoir du pink eye. Au niveau des yeux, là, c'est qu'ils tombent aveugles. Ça dure un petit bout de temps, puis après ça, ça replace. T'sais. Puis là, l'ectyma contagieux, je ne sais pas si vous avez remarqué ça dans la pouponnière. Là. Normalement, les petits bébés, ils pognent ça quand ils sont petits, ils ont mal à la gueule. Là. Puis là, après ça, c'est un virus qui part tout seul. Là. C'est pas long. Là. Mais quand tu es adulte, là, quand tu tombes aveugle, puis tu as mal à la gueule, ça va mal à la chope. Ça fait que là, j'avais des belles grosses chèvres gestantes qui étaient plus capables de manger du foin, plus capables de manger de la moulée. Ils ne voyaient plus rien, ça allait mal. Non, ça avait... Là, je me disais, une maudite chance que c'est moi qui ai pogné avec ça, parce qu'un éleveur qui ne connaissait pas ça, il aurait capoté pas à peu près. Là. Fait que... Mais encore là, ça passe, là. C'est un virus, fait que ça passe, là. Puis, il y en a là-dedans, ils ont pogné la pneumonie. T'sais. Vraiment, là, la vraie vie, les autres, ils ne connaissaient pas ça, là. Fait que j'en ai perdu quand même un peu de ces chèvres-là. Puis ce que je me suis aperçu, c'est qu'à la naissance, je me disais, crime, ça va faire des beaux bébés, hein? Hein, Stéphanie, ça faisait des beaux bébés, hein? Sauf que ces bébés-là, à cause que je me suis aperçu que le dernier temps de gestation a beaucoup d'influence sur la croissance du fœtus, parce que ces bébés-là, de gros chèvres de même, ils étaient plus petits que mes bébés de mes gros chevrettes qui avaient été, disons-le, pas mal dorlotés, là. Ils n'étaient pas dans la misère. Fait que c'est là que je me suis aperçu que l'influence de la fin de gestation, il faut les nourrir, nos chèvres, en fin de gestation, parce que c'est vraiment important pour le développement du fœtus, là, en bout de ligne. C'est pas le temps de skipper sa moulée quand tu es en fin de gestation. Fait que, tu sais, ça, c'est une autre histoire du volet, là, de toutes les expériences qu'on a faites. Là. Mais quand ça appartient à lait, toute cette gang-là, les chevrettes, plus les chèvres de la Nouvelle-Zélande, ça a aidé à faire une paille de lait. Là, tu sais, c'est quand même intéressant, là. Mais c'est sûr que, tu sais, les chèvres, là, moi, je les ai vendus. Le prix des chèvres de réforme a tellement monté depuis 2 ans, c'est fou, là. Mais ces chèvres-là, si j'ai bonne mémoire, il me semble qu'on les a vendus 350 $. C'était des chèvres laitières en production, parce que, tu sais, le troupeau qu'on a vendu, là, c'était pas... À part qu'il y avait le virus, là, c'était pas dans la scrap, là. Tu sais, on était dans les expositions agricoles, on était pas mal à le top, là, dans les expos, puis dans la performance, c'était quand même pas pire, là, tu sais, ça fait que... Ça faisait mal au cœur un peu. Mais au moins, je gardais la progéniture de tout ça, puis je me disais, je vais la remonter. Puis effectivement, on a remonté la génération suivante, on a récupéré de cette valeur génétique-là qu'on avait vendue. Mais présentement, je vous dirais qu'au prix qui sont les chèvres de réforme, le différentiel entre une chèvre, mettons, une chevrette qui serait exempte d'arthrite aujourd'hui, si tu vends tes chèvres adultes à la réforme, puis que tu repars en lait avec des chevrettes exemptes, moi, je pense que ça coûte moins cher aujourd'hui que ça nous a coûté dans le temps. Parce que le différentiel entre des animaux exempts d'arthrite, c'est sûr que si on avait eu l'idéal dans la patente, là, moi, je pense, c'est d'avoir une pépinière de chevrettes.
où tu pourrais aller t'approvisionner. Tu pourrais sortir ton troupeau, faire un vide sanitaire, puis, mettons, pas longtemps après, rentrer des chevrettes qui seraient gestantes, puis tu repars à produire du lait. Tu n'es pas obligé d'attendre 8 mois. Nous autres, c'était une obligation d'obliger d'attendre 8 mois. Là, mais si tu étais capable d'avoir ça, là, ça serait beaucoup plus efficace. D'ailleurs, en France, c'est comme ça qu'ils font ça. Là, quand ils veulent starter un troupeau, là, ils font un vide sanitaire, puis ils repartent. Là. Fait que nous autres, on a pris la façon compliquée, mettons. Fait que c'est ça, mes petites histoires. Moi, je pourrais vous en conter jusqu'à demain matin. Des histoires de chèvres, moi, j'en ai, toi. Puis, pour répondre à la question tantôt, je suis allée chercher dans nos documents là, le tableau à jour. Fait que là, actuellement, il y a 4 troupeaux diamants, parce que Cabri Génétique s'est rajouté, mais il y en a un là-dedans c'est le Cressade, qui est un troupeau de recherche, là. Ensuite de ça, il y a 2 troupeaux or, puis on en a 5 en assainissement dans le laitier. Dans le boucherie, là, il y en a à peu près 40. Là. Bon, ben, c'est ça qui est l'histoire. D'autres questions? Non, on a fait le tour. On a épuré toutes vos connaissances. Là. Vous êtes tous des super spécialistes d'arthrite encéphalite caprine. Bon, ben, je vous remercie quand même là, d'avoir assisté à la journée. Fait que je vais vous souhaiter un bon retour à la maison pour ceux qui ont des chèvres à tirer. Quand je vous disais que c'est un homme passionné, hein, je pense que oui. Hey, merci beaucoup de vous être déplacés aujourd'hui. C'était formidable de vous voir. On était très fiers de vous montrer notre installation. Et puis, j'espère que ça vous a donné le goût d'avoir des troupeaux exempts, puis en tout cas pour ceux qui sont dans le milieu, d'en connaître plus sur le sujet. Fait que merci beaucoup à vous 4, puis ça a été super intéressant, puis merci.